François Bon, les carnets, aujourd'hui, 3 pages de Gilles Deleuze, les cours sur la peinture. Mai-juin 1981. Moi, j'étais juste l'année précédente, mais c'est pas sûr que j'aurais compris à l'époque. Alors, l'intérêt de ce livre sur la peinture, c'est qu'il y a toujours Deleuze, deux états de texte. Par exemple, les 2 volumes sur le cinéma, l'image-temps, l'image-mouvement, un classique. Mais quand vous écoutez les cours, il y a une manière d'improviser, de chercher, de fouiller, qui souvent, c'est pas que ça va plus loin ou moins loin que les 2 volumes, puisque ça suit le même ordre, mais ça explore des terrains plus instables. Et quelquefois, tu laisses aller l'intuition à l'endroit où, justement, ensuite, de l'oral du cours à la rédaction pour le livre, ça aurait presque fait un peu marche arrière. Et nous, Deleuze, en gros, on a ces 3 états. On a ce qui s'écrit pour être publié, on a les transcriptions des cours, alors toutes fragiles, avec toute l'image de ce bazar là. Dans ce livre aussi, on voit la fille qui lui servait d'assistante, qui intervient beaucoup, on voit les questions des étudiants pour se faire bien voir, tout ça. Et précisément des livres comme Image-temps, Image-mouvement, et c'est pas le seul, qui sont écrits d'après les notes de préparation du cours, mais une fois l'improvisation du cours achevée et qu'on fabrique. Or là, sur la peinture, on a encore un autre état de langage, c'est-à-dire Deleuze lui-même n'ayant pas formalisé ce qu'il devait publier ou ce qu'il pouvait publier, on a juste la transcription orale du cours, mais on ne l'écoute pas en audio. Ça doit exister d'ailleurs, et allez-y dans toute cette... formidable de disposer de ça. Puis vous savez, il y a même ces dernières années Robert Cantarella, qui est un sacré théâtreux, et Robert appelait ça faire le Gilles, c'est-à-dire il se mettait une oreillette où il avait la voix de Deleuze, et il refaisait le cours avec les intonations. Moi je ne vais pas faire ça du tout, je vais prendre juste un passage là sur la peinture, il y a des passages sur le gris aussi qui sont formidables. Là c'est « Parlons des fonds blancs ». Parlons des fonds blancs. Ça nous renverrait peut-être à notre première formule colorimétrique, mais là, on ne pourrait pas pousser trop loin, car eux le font en praticien, en peintre, pas en savant. Ils utilisent des fonds blancs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le support est garni d'une couche d'un plâtre traité d'une manière spéciale ou bien d'une couche assez épaisse de craie. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peintre qui est connu, là c'est important pour l'histoire de la peinture, pour avoir poussé ce système à la perfection bien avant la Renaissance, c'est-à-dire que la Renaissance hérite de quelque chose qui se préparait. Justement, ce peintre est comme à la charnière de ce qui précédait et de la Renaissance. C'est le grand Van Eyck, au point qu'est courante dans l'histoire de la peinture la formule d'un secret de Van Eyck. Ce secret commence avec ce plâtre dit amorphe qui sert de fond. Van Eyck meurt vers 1440, c'est-à-dire peu avant la naissance de Léonard de Vinci en 1452. Un critique récent a fait un livre où il insiste énormément sur Van Eyck, qu'il considère comme le peintre des peintres. Chacun a le droit de choisir son peintre des peintres, mais il s'appuie précisément sur ce fond blanc mystérieux. Parce qu'il met en question bien des choses, ce fond blanc. En effet, pour obtenir du plâtre amorphe, il y a tout un jeu de plâtre et de colle. Il y a tout un problème de la pharmacie, de la chimie de la peinture. C'est Xavier de Langlais. Il a écrit un livre très intéressant chez Flammarion qui s'appelle « La technique de la peinture à l'huile ». Il est formidable. C'est un livre qu'on lit avec beaucoup de joie, en particulier comme on trouve un peu dans toutes les disciplines artistiques. C'est à la lettre ce qu'on pourrait appeler un réactionnaire. Mais très bien, vous allez voir ce que c'est qu'un réactionnaire. Très bien. C'est quelqu'un qui stoppe ce qui se passe à un certain moment et dit « Ah non, là on s'arrête, à tel moment c'est fini. » Après, il n'y a plus rien. Ils sont charmants d'ailleurs. En musique, par exemple, il y a beaucoup d'amoureux du chant grégorien qui sont comme ça. Après le chant grégorien, il n'y a rien. C'est une décadence, une lente décadence. Il ne faut pas rigoler. Il y a eu ça en philosophie.
Un moment très joyeux avec le néo-thomisme maritain, c'était formidable. Après saint Thomas, c'était dur pour lui. Descartes, s'il y avait un peu de saint Thomas en Descartes, ça allait. Parfois, ces hommes qui arrêtent tout à un moment et qui ne veulent plus rien entendre du reste se retrouvent d'étonnants modernistes. Ils sont bien à deux égards. D'une part, ils nous apprennent énormément de choses sur le point de coupure qu'ils font. Ça s'explique très facilement. Ils sont tellement excités avec leur tout est fini à partir de là, qu'ils ont une connaissance technique très profonde de la période où ils arrêtent tout. Pour comprendre le chant grégorien, il faut s'adresser à quelqu'un comme ça. Pour comprendre saint Thomas, il faut s'adresser à Maritain, c'est évident. Tout le reste est tellement décadence que, selon eux, il vaudrait mieux repartir à zéro. D'où je reprends, parce qu'il me fascine, l'exemple de Xavier de Langlais. Il nous dit « La peinture à l'huile connaît son triomphe avec Van Eyck grâce au fond blanc, grâce au plâtre amorphe. Après, c'est foutu. » Déjà, là, d'où je reprends, parce qu'il me fascine, l'exemple de Xavier de Langlais. Il nous dit « La peinture à l'huile connaît son triomphe avec Van Eyck grâce au fond blanc, grâce au plâtre amorphe. Après, c'est foutu. » Déjà, à la Renaissance, bien sûr, ils gardent le secret de Van Eyck, mais ils le comprennent déjà moins bien. La décadence commence déjà à la Renaissance, mais après c'est terrible. À quoi voit-on que c'est terrible? Là, Xavier de Langlais révèle son obsession propre, c'est la craquelure. Les tableaux craquellent. Alors là, il ne se connaît plus, Xavier de Langlais. Depuis Van Eyck, les tableaux craquent de plus en plus. Il ne se domine plus lorsqu'il y a des peintres très craquants. Il s'amuse, le Deleuze. Il y a notamment un portraitiste anglais du XVIIIe siècle qui s'appelle Reynolds, qui est la tête de turc de Xavier de Langlais. On verra pourquoi. Du point de vue du régime de la couleur, c'était forcé que ça craque chez Reynolds. Le mépris de Xavier Langlais, des fois il dit Xavier de Langlais, Xavier Langlais, le mépris de Xavier Langlais pour Delacroix. Il ne sait absolument pas son métier. La preuve, c'est qu'il y a des craquelures. Pour les impressionnistes, il est d'une sévérité. Et il dit « Ils avaient de bonnes idées, mais pas de savoir-faire. Ils n'ont jamais pu régler le problème du fond. » Voyez que je reviens à ma question du régime de la couleur. Xavier de Langlais, c'est quelqu'un pour qui il n'y a qu'un régime de la couleur, le grand régime à longueur d'onde dominante, c'est-à-dire le fond blanc. Voilà ce premier régime de la couleur. Renaissance qui emporte le secret de Van Eyck, qui l'exploite et qui qualifie son rapport sous forme de plâtre aux couches épaisses de craie. Qu'est-ce qui va se passer après? Sur le fond blanc, ils font ce qu'ils appellent une ébauche. Et deuxième temps, ils lavent l'ébauche. C'est comme ça qu'ils travaillent. Troisième temps, ils étendent et posent les couleurs en couches minces. J'ouvre une parenthèse. Mes deux premiers temps, fond blanc, ébauche lavée, ça vous donne évidemment une formule de clair lavé. C'est ce que j'appelais privilège aux teintes pâles, ce qu'il a développé là dans le chapitre d'avant. C'est miraculeux. Ce qui n'empêche pas qu'au troisième temps, il pose les couleurs. Ça peut être des couleurs vives, des couleurs saturées, des couleurs profondes, mais le principe sera mince couche de couleurs sur le fond blanc, de telle manière que le fond blanc transparaisse, notamment, par exemple, à travers un vêtement. Le fond blanc va donner la luminosité aux couleurs. Non. Le fond blanc va donner luminosité aux couleurs. Des fois, il y a article, des fois, il n'y a pas article. Et ça, chez Deleuze, il faut respecter. Pour les ombres, ils vont saturer la couleur posée sur le fond. Ils vont passer plusieurs couches. La couleur posée sur le fond blanc par devant l'ébauche, en respectant les lignes de l'ébauche, c'est la première formule de ce qu'on appellera le glacis. Mince couche de couleur sur le fond. Mais bien qu'on emploie ainsi le mot technique de glacis, j'aurais envie de réclamer, de dire « ce n'est pas ça le vrai glacis ». C'est un glacis dans un sens très général. On verra pourquoi je fais cette réserve. Je préférerais garder, on a tous les droits, ce mot de glacis pour un autre régime. Voilà ce premier régime. C'est la formule Renaissance. Fond blanc, ébauche lavée, couleur mise en glacis. Là,
je suis en droit, il me semble, de dire que c'est un régime pâle, même si les teintes pâles ne dominent pas, même s'il n'y a pas seulement des teintes pâles. C'est un régime pâle parce que l'ensemble des couleurs, qu'elles soient vives, saturées, profondes, tout ce que vous voulez, sera obtenu à partir de cette matrice blanc, ébauche, lavé. Or, que va-t-il se passer, là, qui appartient vraiment à l'histoire de la Renaissance? Comment ça bouge, la peinture? Ce qui va se passer, c'est que les peintres de la Renaissance qui empruntent le système Van Eyck, vous remarquerez que les Italiens l'empruntent à la Flandre, on verra que c'est par l'Italie que ça revient à la Flandre et la Hollande, c'est très curieux ces cheminements. Les peintres de la Renaissance, je parle des plus grands, ce n'est donc pas une critique, pour l'anglais c'est déjà une critique, vont avoir tendance à épaissir de plus en plus le fond blanc. Leur prouesse technique va passer par un épaississement du fond blanc. Le fond blanc devient de plus en plus épais, ou du moins de plus en plus opaque. C'est très important ça, si vous me suivez. C'est le dernier point difficile. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre tout de l'avenir, notamment chez Titien. L'anglais est très embêté parce qu'il dit « Évidemment, Titien, c'est un génie. Il fait partie des plus grands peintres, et en même temps sa technique est déjà sur la voie de la décadence, puisque ce n'est plus le vieux fond Van Eyck. Titien est le peintre qui se signale par un épaississement visible considérable du fond de support. Le fond blanc devient très épais et très opaque. Vous sentez que ce sera déjà la naissance d'une forme de luminisme. Ça va tellement annoncer certains aspects du XVIIe siècle. Le fond blanc devient très opaque, même chez Léonard de Vinci, où très bizarrement son plâtre, disent les spécialistes, ne semble pas tellement plus épais que celui de Van Eyck, mais en revanche beaucoup plus opaque. C'est intéressant ces différences purement techniques. Qu'est-ce que ça va entraîner si vous faites un fond blanc très épais, un plâtre très épais? Ça va entraîner deux choses. La première chose, c'est que le lavage du fond, la dilution qui se fait à l'eau ou à l'essence de térébenthine, va être de plus en plus colorée. Tout se passe comme si la couleur remontait vers le fond. Les couleurs de l'ébauche vont déjà marquer l'ensemble du fond. Au lieu d'un fond blanc, le fond blanc tendra, à mesure qu'il devient plus opaque et plus épais, à se colorer. C'est la première grande différence. Coloré, pâle, mais coloré. Deuxième différence, considérable, le stade de l'ébauche est menacé. Au profit de quoi? L'ébauche va tendre à être remplacée par le travail en pleine pâte. C'est très net chez le Titien, à mesure que le fond devient plus épais. Qu'est-ce que c'est que le travail en pleine pâte? C'est ce qu'il faut opposer à l'ébauche. Le travail en pleine pâte, c'est la méthode des repentirs du peintre. Au lieu d'une ébauche bien déterminée sur laquelle ensuite il n'a plus qu'à mettre les couleurs, il va y avoir un remaniement perpétuel, un travail en pleine pâte. C'est notamment chez le Titien qu'on assiste à ces choses tellement émouvantes. Les repentirs du peintre, où quand vous regardez de très près, ou bien quand vous regardez dans des conditions scientifiques, vous voyez la marque d'un repentir. Par exemple, comme une cinquième patte à un cheval, une patte qui a été supprimée pour une redistribution des pattes. Techniquement, du point de vue de ce régime de la couleur fond blanc, l'évolution de la Renaissance va être marquée par trois choses: épaisseur et opacité de plus en plus grande, coloration du fond de plus en plus nette, substitution de la méthode des repentirs à la méthode de l'ébauche. Voyez en effet que pour un homme comme l'anglais, tout cela est très triste. Ce plâtre qui devient épais, ce fond qui absorbe déjà la couleur et l'abandon de l'ébauche au profit du travail en pleine pâte. Tout ça lui permet de dire, de son point de vue à lui, oui, la peinture prend un mauvais chemin. Quand je dis il est quand même moderniste, ça se comprend. Il est tellement persuadé qu'à la Renaissance, c'est déjà la décadence de la peinture à l'huile qu'il va dire vive les couleurs acryliques, les couleurs sans huile, vive les couleurs actuelles. Il redevient très moderniste. Il dit la peinture à l'huile, c'est foutu, alors mieux vaut repartir à zéro avec l'acrylique, le vinyle et tout ça. Voilà un petit peu de
de la marche de Gilles Deleuze. Alors, est-ce que c'est un droit de reprendre un petit peu de Gilles Deleuze et plutôt de commenter, de dire voilà comment il travaille, voilà comment il cherche, voilà comment il raisonne, et puis sur quoi ça s'appuie, avec quel... Et c'est tout au long là, de ces 200 et quelques, de ces 300 et quelques pages là, de ces cours sur la peinture. On a exactement les dates, on a les interruptions de cours quand il fumait en même temps qu'il parlait. Mais enfin, en tout cas, il y a toutes ces interruptions. Et puis lui aussi, il part pas de rien. Par exemple, tout le début, on se retrouve un peu en pays de connaissances, mais tout simplement parce que il le cite, évidemment, tout est toujours transparent chez Deleuze, mais on se retrouve chez Henri Maldinet, comme si Deleuze, pour attaquer son cours, reprenait pour lui là, tout ce qu'avait ébauché conceptuellement Maldinet, comme c'est merveilleux, Henri Maldinet, quelle expérience d'élévation, d'aiguisement interne. Et c'est surprenant parce que Deleuze, bon, toujours par exemple, vous retrouvez du Simondon chez lui, pas dans ce livre, mais ailleurs. Et là, tout d'un coup, il part sur la peinture et tout le début, c'est comme s'il installait son campement. Voilà ce qu'a fait Maldinet. Et puis, nous maintenant, allons-y vers le gris, ou là, vers les teintes pâles, et donc le fond blanc. Gilles Deleuze, sur la peinture, cours, mai, juin 1981. Chez Minuit, bien sûr.